ses gardes avant une fracture du cou de l'enfant. Alors, est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, tout bien. Parfait. Donc, ce soir, bonjour à tous. Ce soir, nous allons parler des fractures autour du coude de l'enfant. Quelques petits rappels d'abord sur les enfants. Donc, on a des noyaux d'ossification au niveau du coude. Les noyaux d'ossification, ils n'apparaissent pas tous en même temps. À la naissance, on n'a aucun noyau épiphysaire qui est présent. Puis finalement, vers l'âge de 1 ou 2 ans, on commence à avoir le noyau d'ossification du condyle externe. Plutôt vers l'âge de 5 ans, on aura celui de la tête radiale. Ensuite, vers 6 ans, on aura l'épicondyle médial, puis la trochlée. Vers 7 ans, l'olécrane. Vers 9 ans, attention, de temps en temps, il y a un double noyau d'ossification au niveau de l'olécrane. Et enfin, l'épicondyle latéral vers l'âge de 10-11 ans. Ça, c'est très important parce que d'abord, ça nous permettra de déterminer l'âge osseux de l'enfant. Et aussi, si le noyau d'ossification n'est pas à sa place et normalement, il aurait dû apparaître, ça va nous permettre de le chercher et de suspecter une fracture déplacée. Un moyen mnémotechnique pour se rappeler de ces différents âges, c'est le petit mot, c'est critoé, C-R-I-T-O-E. Donc le C, ça va correspondre au condyle externe, le R à la tête radiale, I pour épicondyle interne, T pour la trochlée, O pour l'olécrane et E pour l'épicondyle externe. Et en fait, tous les 2 ans, à peu près, on verra apparaître un nouveau noyau d'ossification. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Ce n'est pas les âges exacts que je viens de vous dire, mais au moins comme ça, on a une bonne chronologie. Un deuxième petit point spécifique chez les enfants, ça va être le remodelage osseux. Donc vous savez que chez les enfants, il y a beaucoup de remodelage qu'on ne retrouvera pas forcément chez les adultes. Ce remodelage, il sera d'autant plus important près des cartilages de croissance qui seront actifs, c'est-à-dire proches des genoux, loin des coudes. Nous, ce soir, on va parler du coude, donc on n'aura pas beaucoup de remodelage, mais on le prendra quand même en compte. Et le remodelage, il se fera surtout dans le plan de la mobilité. Donc pour le coude, ce sera surtout la flexion-extension. Pour un exemple de remodelage qui est assez parlant, je vous ai mis un humérus proximal, parce que c'est un cartilage qui est très actif, donc on aura un remodelage très important. Donc sur les radios, là, en haut à droite de l'écran, on voit une fracture de l'humérus proximal en zone métaphysaire qui est très déplacée, qui finalement consolide avec un varus de quasiment 90 degrés, et on voit qu'il se remodèle de façon tout à fait satisfaisante sur la dernière radio. La classification de Salter et Harris, que vous devez tous connaître, donc c'est pour les décollements épiphysaires. Salter 1, ce sera le décollement qui passe strictement par le cartilage de croissance. Salter 2, en zone métaphysaire, avec un refend métaphysaire. Salter 3, un refend épiphysaire. Salter 4, un refend métaphyso-épiphysaire. Et Salter 5, une compression dans le plan du cartilage de croissance, avec un risque d'épiphysiodèse qui sera plus important pour les Salter 4 et les Salter 5. On arrive enfin sur le coude. Donc sur le coude, il y a quelques repères qui sont essentiels pour lire une radio correctement chez les enfants, parce que la lecture de radio du coude, c'est très difficile à cause de tous ces noyaux d'ossification qui sont apparus ou pas, et donc il faut avoir quelques bases. Tout d'abord, pour avoir un joli profil de coude, il faudra avoir l'image du sablier que vous pouvez voir ici. Si vous avez un joli sablier, vous avez un joli profil. Si vous ne voyez pas le sablier, c'est que votre profil n'est pas correct. Et du coup, on peut moins bien l'analyser. Donc, un joli sablier. Ensuite, la palette, elle est antéversée d'environ 40 degrés. Ça, ce sera important pour certaines fractures qu'on reverra plus tard. Ensuite, sur l'image de droite, on a l'angle de Bowman qui est représenté. Ce sera un angle entre l'axe de la diaphyse de l'humérus et le cartilage de croissance au niveau du condyle externe, qui est d'environ 75 degrés. Et enfin, 2 lignes qui sont essentielles. La première ligne, ce sera la ligne qui passe par la corticale antérieure de la diaphyse de l'humérus. Elle va couper le condyle externe en plein milieu. Si jamais le condyle externe est en avant, ça veut dire qu'on a trop d'antéflexion au niveau de la palette humérale. S'il est trop en arrière, ça veut dire qu'on a une perte d'antéflexion. Donc ça, c'est une des premières lignes. La deuxième, c'est la ligne de Storen qui passe par l'axe du col du radius et qui doit couper en plein milieu toujours le condyle externe, peu importe l'incidence ou la position du coude.
Donc, vous le voyez sur le petit schéma à droite, que le coude soit en extension, en flexion, en pronation, en supination, ça coupe toujours le condyle externe en plein milieu, sinon c'est qu'il y a un problème. Et la dernière ligne, ce sera la ligne de Shenton, pour définir la bonne position de l'épicondyle médial, parce que comme vous le voyez, l'épicondyle médial, il n'est pas forcément encore attaché au reste du coude. Donc pour savoir s'il est cassé ou pas, il faudra faire cette ligne qui prolonge la corticale médiale de l'humérus distal, et on doit avoir un aspect harmonieux. Là, sur les deux radios, donc ça, c'est un enfant qui est plus jeune, un enfant qui est plus vieux, où il a un plus gros épicondyle médial. On voit qu'il est décalé par rapport à la ligne de Shenton. Donc, ça signe une fracture avec le fragment qui est déjeté vers le bas. On a fini les points essentiels sur la radio. Donc maintenant, je vais vous présenter en fait, les différents types de fractures qu'on va retrouver chez les enfants. Et après, on aura quelques exemples où j'espère que vous allez participer. Donc, les premières fractures seront les plus fréquentes. C'est environ 60% des fractures autour du coude de l'enfant, ce sera les fractures supracondyliennes. Elles arrivent plutôt vers l'âge de 7 ans. Alors, on aura deux mécanismes. Le mécanisme qui arrive le plus souvent, c'est un mécanisme en extension, c'est-à-dire que l'enfant il tombe sur la main et la transmission des forces se fait jusqu'au niveau du coude avec un déplacement en postérieur. Ou alors un traumatisme en flexion, mais donc les fractures supracondyliennes en flexion sont quand même beaucoup plus rares. Ce sera un traumatisme direct avec une chute sur le coude. Les complications de ce type de fracture, ça peut être la paralysie du nerf interosseux antérieur par étirement. Et les complications secondaires, ce sera plutôt un syndrome d'éloge après le traitement ou un cubitus varus ou valgus si jamais on a un cal vicieux concernant la consolidation. Pour ces fractures, on a une classification utilisée en France qui s'appelle la classification de Lagrange-Erigot, qu'il faut connaître. Donc, le stade 1, ce sera une fracture qui est strictement non déplacée, que parfois on ne voit pas sur la radio. Le stade 2, ce sera une fracture avec une ouverture de la corticale antérieure et pas de déplacement au niveau de la corticale postérieure. Le stade 3, il y aura un trouble de rotation du fragment distal par rapport au reste de l'humérus. Et le stade 4, une perte de contact complète entre le fragment distal et le fragment proximal. Cette classification, elle ne fonctionne que pour les fractures en extension. Et le traitement va découler de cette classification. Donc pour le stade 1, on fera simplement un BABP en position de 90 degrés de flexion. Pour le stade 2, on sera amené à faire un blunt. Le blunt, ce sera qu'on vient accrocher le poignet autour du cou pour entraîner une hyperflexion au niveau du coude, environ 120 degrés, afin de refermer la petite ouverture sur la corticale antérieure. Et le stade 3 et le stade 4, on pourra tenter au bloc opératoire sous anesthésie générale une réduction et une immobilisation par blunt en comptant sur le fait que le périoste postérieur est intact. Si jamais ce n'est pas le cas ou qu'on n'arrive pas à faire la réduction, dans ces cas-là, on pourra faire une ostéosynthèse avec des broches en croix. Concernant les fractures supracondyliennes en flexion, on suspecte bien sûr que le périoste postérieur soit rompu. Donc, il est interdit de faire une hyperflexion de coude parce que ça va aggraver le déplacement de la fracture. Dans ces cas-là, on est obligé de faire une ostéosynthèse par broche en croix. Oups. Donc, un petit exemple. Donc, tout à gauche, on a une fracture supracondylienne stade 4. On a une perte de contact complète entre le fragment distal et le fragment proximal. Sur la face, elle n'apparaît pas tant déplacée. On a fait donc une réduction par manœuvre externe au bloc opératoire sous anesthésie générale. On obtient un profil parfait avec l'image en sablier. Sur la face, on obtient une bonne réduction. Les deux colonnes sont bien réduites. Ça, c'est essentiel pour éviter un cal vicieux en varus ou en valgus. Et je vous ai mis donc sur la droite une petite photo de l'immobilisation par blunt, où on vient accrocher le poignet autour du cou. Il faut faire attention à ce que ce ne soit pas trop serré au niveau du poignet, que ça ne prenne pas de compression vasculo-nerveuse. Cette technique, elle est bien sûr contre-indiquée quand on a un trop gros œdème au niveau du coude, parce que l'hyperflexion à 120 degrés peut entraîner des compressions vasculo-nerveuses. Donc, si jamais il y a un œdème trop important, c'est conseillé de faire une immobilisation, une ostéosynthèse avec des broches en croix. Un autre exemple, donc là on a une fracture, encore une supracondylienne stade 4 en extension. Vous voyez bien que le fragment distal il est parti en postérieur par rapport au reste de l'humérus. Ici, la réduction par manœuvre externe n'a pas marché, donc on a été obligé de faire une réduction à ciel ouvert avec un abord médial et une ostéosynthèse par deux broches en croix. En général, ces broches, on les laisse à la peau, comme ça on peut les retirer à la consultation sans faire d'anesthésie.
On passe ensuite à la fracture de l'épicondyle médial qui représente environ 10% des fractures de l'enfant. Cette fracture, elle arrive en général entre 7 et 15 ans. Elle peut être associée à une luxation du coude. Donc, je vous ai déjà parlé de la ligne de Shenton qui suit la corticale médiale de l'humérus distal avec une position qui n'est pas harmonieuse de l'épicondyle médial. Donc là, ça signe la fracture. La classification, elle se fera en 4 stades. Le stade 1, ce sera une fracture avec un déplacement inférieur à 5 mm. Le stade 2, une fracture déplacée de plus de 5 mm. Et après, stade 3, c'est quand l'épicondyle médial est retrouvé en intra-articulaire. Et stade 4, associé à une luxation du coude. Le stade 3, ce sera aussi associé à une luxation du coude. Pour le traitement, donc le stade 1, la fracture non déplacée, elle peut se traiter avec un BABP en pronation pour détendre les muscles épitrocléens qui s'insèrent sur l'épicondyle médial. Pour les autres stades, donc s'il y a une luxation, il faudra la réduire et réaliser une ostéosynthèse par broche au niveau de cet épicondyle. Les complications, ça va être la pseudarthrose, notamment s'il n'y a pas d'ostéosynthèse, et après la déformation en valgus avec une irritation au niveau du nerf ulnaire. Donc des exemples, là on retrouve donc, sur le profil, la radio de profil, on ne voyait rien de particulier. Sur la radio de face, on observe bien quand on fait la ligne de Shenton, que l'épicondyle médial est complètement abaissé, elle est à plus de 5 mm. Donc on a fait une réduction et une ostéosynthèse avec 2 broches. La réduction percutanée, elle est bien sûr interdite à cause de la présence du nerf ulnaire à proximité. Un peu plus compliqué maintenant, ce sera les fractures du condyle externe. Donc c'est environ encore 10% des fractures du coude de l'enfant qu'on retrouve vers l'âge de 6 à 8 ans. Plusieurs mécanismes, soit un mécanisme en compression avec une extension en compression avec extension du coude, et donc la tête radiale va venir cogner contre le condyle externe, soit un mécanisme de compression en flexion, ou alors une traction en extension et en varus. Dans ces cas-là, ça nous donnera ce type de fracture qui peut être difficile à voir quand on n'a pas l'habitude de lire des radios d'enfants. Donc là, vous voyez le cartilage de croissance du condyle externe et le trait de fracture, il est juste au-dessus, il est marqué là. Sur le profil, on devine le trait de fracture ici. Donc là encore, il y a une classification associée. Pour le grade 1, ce sera un déplacement inférieur à 2 mm. Et pour les fractures de grade 1, on fera simplement un BABP. Pour le grade 2, déplacement supérieur à 2 mm. Et pour le grade 3, déplacement majeur en translation, plus ou moins avec une rotation du fragment. Les complications, elles sont encore nombreuses. Il peut y avoir dans les suites un cubitus varus ou un cubitus valgus, une pseudarthrose ou une nécrose avasculaire du condyle externe selon le déplacement de la fracture et la technique chirurgicale utilisée pendant l'ostéosynthèse. Ce qu'il faut bien retenir sur les fractures du condyle externe, c'est que la plupart du temps, c'est une fracture articulaire. Sur ce dessin, on devine qu'en fait, toute la partie qui est rayée, ça va être une partie qui est ossifiée, et toute la partie qui est seulement blanche, ce sera une partie cartilagineuse. Donc en fait, quand on voit le trait de fracture ici sur la radio, on ne peut pas deviner la suite du trait de fracture. Est-ce que ce trait de fracture, il va jusqu'à l'articulation et il provoque une fracture donc, qui est complète, qui est articulaire, où il y a un risque de pseudarthrose à cause de la fuite du liquide articulaire, ou est-ce que c'est une fracture avec une charnière cartilagineuse? Ça, c'est difficile à savoir simplement sur la radio. Ce qu'on fait ici à Toulouse, c'est que dans ces cas-là, dans les stades 1 ou les stades 2, où le déplacement n'est pas clair, on fait des IRM. Donc, on immobilise l'enfant et on fait un IRM dans la semaine qui suit la fracture. Comme ça, on peut bien visualiser ou pas la charnière cartilagineuse. S'il n'y a pas de charnière cartilagineuse, il est conseillé de réaliser une ostéosynthèse pour éviter la pseudarthrose liée à la fuite de liquide articulaire. Dans notre centre, par exemple à Marseille, ce qui peut être réalisé, c'est une échographie du coude pour rechercher un déplacement de cette fracture à chaque consultation, chaque semaine. Ça veut dire que chaque semaine, on déplâtre l'enfant et on fait une échographie pour visualiser le cartilage et vérifier s'il y a un déplacement. Bon, c'est une technique qui est assez contraignante et qui nécessite de déplâtrer l'enfant une fois par semaine avec un risque de douleur et de déplacement lors du déplâtrage. Donc nous, on fait plutôt l'IRM. Donc là, encore un exemple. Le trait de fracture, il est difficile à voir, on le devine qui passe ici. Et sur le profil, on le devine juste là.
Et quand on fait l'IRM, on voit bien ici le trait de fracture qui va jusqu'au cartilage de croissance, finalement qui descend dans le cartilage de croissance et qui s'arrête et qui laisse une charnière cartilagineuse. Avec cette charnière, on sait que la fracture ne va pas se déplacer, donc pas besoin de réaliser d'ostéosynthèse, et on sait qu'il n'y aura pas de calvicieux intra-articulaire parce que la surface articulaire finalement est complète. Quand ce n'est pas le cas, on peut réaliser une ostéosynthèse avec deux broches divergentes, en faisant bien sûr un abord articulaire afin de vérifier la réduction de la surface articulaire. On passe maintenant aux fractures frontales de l'humérus distal. Là, je les cite juste pour la culture, mais c'est des fractures qui sont plutôt rares chez les enfants. On les voit plutôt chez les grands enfants après 14 ans. Ce sera celle qu'on retrouve le plus souvent chez les enfants, ce sera le type 1 de ces fractures. Donc, ce sera la fracture de Hans-Steinhal, sachant qu'elle peut s'étendre un petit peu et aller jusqu'à emporter une partie de la trochlée, donc ce sera plutôt comme un type 4. Ces fractures, elles sont difficiles à voir sur des radios. Il faut être sûr que la radio soit bien faite. Donc, un petit exemple, ici sur la radio de face, on a l'impression qu'il n'y a aucun souci. Sur la radio de profil, alors, on voit qu'il y a une partie du condyle qui est remontée, mais on peut se demander si c'est juste parce que la radio était en mauvais profil. Et en fait, pas du tout. On avait fait un scanner pour bien comprendre cette fracture. On voit qu'il y a le condyle externe et toute une partie de la trochlée qui sont fracturées et remontées. Ces fractures, c'est important de les réduire très correctement et de faire une ostéosynthèse. Donc voilà, nous on avait fait une ostéosynthèse à ciel ouvert avec des fils enfouis. Les fractures de l'olécrane, normalement, les chirurgiens de l'adulte les connaissent bien. Finalement, pour nous, ça va être à peu près le même traitement. Ça représente 5% des fractures de l'enfant, donc c'est des fractures qui sont un peu moins fréquentes. Elles arrivent plutôt vers 9 ans. Là, deux possibilités. Soit on aura un traumatisme en flexion, comme c'est le cas sur cette radio, et alors on aura une rupture du périoste postérieur, donc il faudra faire une ostéosynthèse si la fracture est déplacée. Mais si on a un traumatisme en extension ou un choc direct, le périoste postérieur restera intact et donc en général, la fracture ne se déplacera pas. La classification, ce sera un déplacement, un stade 1 avec un déplacement intra-articulaire qui sera inférieur à 3 mm et un stade 2 si le déplacement est supérieur à 3 mm. On pourra faire un traitement orthopédique donc pour les fractures non déplacées et une ostéosynthèse après réduction pour les fractures déplacées. Alors, j'ai choisi cette radio parce que là, vous voyez qu'il y a une fracture. Et en même temps, vous voyez qu'il y a un double noyau d'ossification. Donc là, oui, on a une fracture de l'olécrane, mais le trait, il est là et il n'est pas du tout là. Ici, c'est juste qu'on a un double noyau d'ossification. Donc ça, il ne faut pas le confondre. Je vais vous parler des lésions de Montedia également. Donc même si ça concerne l'avant-bras, ça concerne également le coude. C'est environ 1,7% des fractures de l'avant-bras. C'est une association entre une fracture au niveau de l'ulna et une luxation de la tête radiale. Le mécanisme, il est double. Soit c'est un trauma direct sur l'avant-bras, soit ce sera une chute en hyperextension et hyperpronation. Pour diagnostiquer ces fractures qui passent régulièrement à l'as, il faut faire donc la ligne de Storen dont on a parlé tout à l'heure, l'axe du col du radius qui est censé venir couper le condyle externe en plein milieu. Là, vous voyez bien qu'il y a une translation antérieure de la tête radiale, où en fait le radius a été poussé par la fracture de l'ulna. Il faut faire bien attention à ne pas les confondre avec les luxations congénitales de la tête radiale qu'on retrouve de temps en temps, où là on aura un os qui est un petit peu modifié et une tête radiale qui sera plutôt convexe. La classification de ces lésions, ce sera la classification de Badeau en 4 types. Et le type qu'on retrouvera le plus souvent, c'est le type 1, avec la luxation antérieure de la tête radiale et une fracture qui concerne l'ulna. Le type 2, ce sera une luxation postérieure de la tête radiale. Le type 3, une luxation latérale. Et le type 4, ce sera une luxation antérieure associée à une fracture de la diaphyse du radius et de l'ulna. Mais donc, il faut surtout retenir le type 1, qui est le plus fréquent. Donc, j'insiste parce que souvent, ces fractures, elles passent à l'as et les gens se concentrent sur la fracture de l'ulna, alors qu'il y a la tête du radius qu'il faut la tête du radius qu'il faut absolument réduire. Sinon, les enfants auront des pronostics fonctionnels qui seront beaucoup moins bons. Donc, comment on prend en charge ce type de lésion?
Donc là, un exemple, vous voyez que la tête radiale, elle est en avant du condyle externe, associée à une fracture en zone métaphysaire de l'ulna proximale. Toujours plusieurs incidences, parce que sur la face, là, on a l'impression que la tête radiale est bien dans l'axe du condyle externe, mais ce n'est pas le cas sur le profil. Donc ici, on a fait une simple réduction au bloc, une immobilisation par un BABP circulaire, et ça s'est très bien passé. Dans d'autres cas, on est obligé d'associer une ostéosynthèse par une broche centromédulaire au niveau de l'ulna pour lui redonner une courbure qui va tendre la membrane interosseuse et attirer le radius vers l'arrière pour réduire la luxation. On passe maintenant aux fractures du col du radius, donc encore 10% des fractures du coude de l'enfant. Donc ce sera soit des fractures qui sont purement métaphysaires, soit des fractures Salter 1 ou 2. Une fracture de la tête du radius, c'est extrêmement rare chez l'enfant. Moi, je pense que j'en ai jamais vu. La classification sera la classification de Judet. Donc le grade 1, ce sera une fracture qui est non déplacée. Le grade 2, ce sera une translation qui est inférieure à 50% et une angulation qui est inférieure à 30%. Grade 3, une angulation entre 30 et 60%. Et le grade 4, ce sera une angulation supérieure à 60%. Donc, plus on s'avance dans les grades, plus il y a un risque important de nécrose de la tête radiale. Pour le traitement, le grade 1, donc fracture non déplacée, ce sera simplement un BABP. Le grade 2, il faudra effectuer une réduction puis une immobilisation par BABP, sachant que la réduction, on la considérera suffisante lorsque la pronation et la supination minimale du patient seront chacune de 50 degrés. Le grade 3, il faudra faire une réduction fermée au bloc opératoire ou sinon une ostéosynthèse par broche centromédulaire. Et le grade 4, on ira directement sur une broche centromédulaire. Ces réductions, donc, on peut s'aider de la technique du poinçon où on viendra avec une pointe carrée ou une hache-tête pousser sur la tête du radius pour essayer de la rechausser. Si jamais on est amené à ouvrir l'articulation, il y a un risque énorme de nécrose de tête radiale. Donc il faut éviter de faire un abord pour les ostéosynthèses de col du radius. Donc ça, ce serait une fracture simplement métaphysaire. Bon, même pas, c'est une fracture Salter 2 du radius proximal qui n'est pas déplacée et qu'on immobilisera par un BABP. Ici, on a une fracture stade 3. Donc, vous voyez que la tête, elle est basculée. Alors, je pense que c'est environ 50 degrés. Cette fracture, elle a été réduite simplement par manœuvre externe au bloc opératoire. La radio de contrôle est satisfaisante et 3 mois plus tard, le patient va très bien. Il a fait du cal osseux et il a des amplitudes articulaires qui sont complètes. Un autre exemple, là, on avait une stade 3 également, avec peut-être 40 degrés d'angulation, qui a été pris au bloc opératoire, impossible à réduire simplement par manœuvre externe. Donc, j'ai utilisé la technique du poinçon et une ostéosynthèse par une broche centromédulaire qui vient se piquer dans la tête pour bien la stabiliser. Et 6 mois après avoir enlevé la broche centromédulaire, le patient va très bien et il a récupéré des amplitudes complètes. Les complications possibles, ça va être donc principalement la nécrose de la tête du radius, surtout si on fait un abord, ou alors la pseudarthrose et un cubitus valgus. Un petit exemple ici où on a une portion de la tête qui a partiellement nécrosé et une pseudarthrose entre la tête du radius et le reste de la diaphyse, avec un début de déformation en cubitus valgus. Les luxations du coude, on en retrouve également chez l'enfant. Donc, c'est environ 3% des traumatismes du coude. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup moins fréquent que les fractures supracondyliennes. Les luxations, elles arriveront plus tard quand les enfants ils ont entre 11 et 15 ans. De temps en temps, on pourra avoir une incarcération intra-articulaire de l'épicondyle médial. Donc, je vous ai déjà parlé tout à l'heure, ça arrive à environ 20% des luxations postérieures. Donc, il faudra toujours regarder en intra-articulaire. Et nous, les luxations du coude, on ne les réduit pas aux urgences, on les réduit au bloc opératoire. Comme ça, on peut tester le patient. Donc, il y aura 2 types de luxation. Celle avec une articulation radio-ulnaire proximale qui sera intacte et celle avec une articulation radio-ulnaire proximale rompue. Donc, ça fera soit des luxations de divergence, soit des translocations radio-ulnaires. Il faudra toujours rechercher les fractures associées, plus ou moins les ostéosynthésées. Et donc, le traitement pour une luxation de coude chez les enfants, ce sera la réduction au bloc opératoire et l'immobilisation pendant 3 semaines par un BABP, plus ou moins ostéosynthèse, du coup, selon les fractures trouvées. Les complications,
Donc, c'est complications neurovasculaires en précoce, mais ça ne change pas de chez les adultes. Et les complications secondaires, ce sera la raideur, mais en général, il faut plutôt environ 6 mois pour retrouver des bonnes mobilités. Et il y a un risque important de calcification périarticulaire, surtout si on fait de la kiné, en fait, de la kiné passive avec des étirements importants ou des massages. Donc, nous, on proscrit la kiné après le traumatisme du coude pendant environ 1 an. Les enfants, ils vont faire de l'autorééducation. Donc, un petit exemple, c'était une luxation divergente. Et là, une luxation postérieure simple avec une fracture associée de l'épicondyle médial qui est incarcérée en intra-articulaire. Je vous ai rajouté ce petit schéma pour vous montrer qu'en fait, les fractures supracondyliennes, donc elles arrivent beaucoup plus tôt que les luxations du coude. Donc en fait, on ne jouera pas du tout pour la même tranche d'âge pour les supras et pour les luxations. Quelques particularités en pédiatrie. Donc sur cette radio, là, on a un coude de profil. Donc, si on fait toutes les lignes dont on a parlé tout à l'heure, donc on a la ligne de la corticale antérieure de l'humérus qui vient couper le condyle externe en plein milieu, la ligne de Storen qui vient couper le condyle externe en plein milieu. Si on suit toutes les corticales, on ne voit pas de fracture. On peut dire que cette radio est normale. Non, elle n'est pas normale. En fait, on retrouvera une hémarthrose. Là, on peut retrouver les bords de la capsule articulaire qui sont bombés en avant et en arrière. Qui dit hémarthrose dit probable fracture. Donc, il faut immobiliser. Certes, on ne va pas faire d'intervention chirurgicale, mais par contre, il faut une immobilisation pour permettre à cette fracture qu'on ne voit pas de bien consolider. Et quand on revoit le patient au bout de 3 semaines, pour retirer l'immobilisation, on a bien fait d'immobiliser parce qu'en effet, il a fait du cal osseux, donc il y avait bel et bien une fracture. Donc, il faut retenir que même si on ne voit pas de fracture sur la radio, les enfants, on aura plus tendance à les immobiliser. Les enfants ne vont pas faire de raideur articulaire en 3 semaines. Donc, immobilisation de 3 semaines sans souci. Là, j'aimerais bien faire parler les gens. Donc, peut-être qu'il y a des internes qui sont déjà passés chez moi, qui ont déjà vu cette radio. Mais sinon, j'aimerais bien que quelqu'un me décrive cette radio et me dise ce qu'il voit dessus. Je vous écoute. Allez, lancez-vous. Bon, je vais désigner quelqu'un sinon. Allez-y. Allez, Juliette, puisque tu es mon interne, c'est toi qui t'y colle. Juliette, tu dors? Bon, ça ne remet pas trop. Timothée, Oui. allez. Tu n'as rien dit de faux pour l'instant. Bah, pour ça, je m'abstiens de dire des conneries. Mais j'ai l'impression qu'il y a une luxation du coude, parce que j'ai l'impression que le l'ulna n'est pas en face de l'humérus. Et après, on voit c'est une radio qui est aiguë par rapport au traumatisme. Pardon? Est-ce que c'est une radio qui est aiguë par rapport au traumatisme? On ne sait pas trop. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'il y a du cal au niveau de l'humérus. Il y a l'air d'avoir une montée JA au niveau des os de l'avant-bras. Voilà, sinon, j'ai pas beaucoup plus d'idées. Et ça te ferait penser à quoi comme ça Donc, tu vois qu'il y a une fracture un peu récente au niveau de la métaphyse de là. Là, ouais. Et tu vois qu'il y a du cal osseux sur l'humérus distal. Tu penses que cet enfant, il a quel âge? Ça fait syndrome de Silverman et l'enfant, il a l'air d'avoir 5-7 ans. Combien? 5 à 7 ans. Il n'a pas du tout de noyau épiphysaire. Et du coup, donc peut-être beaucoup plus jeune, vers 3 ouais, ans. c'est ça. Ouais, il a même moins que 2 ans en fait, parce qu'il a 0 noyau épiphysaire au niveau du coude. Et donc, il y a le condyle externe qui apparaît vers l'âge de 2 ans. Donc, en fait, il n'a pas de luxation du coude. C'est juste que toute la palette, tu ne la vois pas parce qu'elle est encore en cartilage. Il n'y a pas de luxation de la tête radiale, mais par contre, tu as raison, il y a une fracture ancienne au niveau de l'humérus distal, il y a une fracture récente au niveau de la métaphyse proximale de l'ulna. Et du coup, ça, il faut penser, bien sûr, au syndrome de Silverman. Donc, des fractures d'âge différent chez un enfant, surtout les tout petits. Comme ça, il faudra bien penser à la maltraitance. C'était pas mal. Maintenant, on va faire une petite mise en pratique parce que là, j'ai beaucoup parlé en peu de temps. Donc, j'ai mis plusieurs radios
et j'aimerais que vous les lisiez en fait. Chacun votre tour. On va commencer avec ça et j'aimerais une analyse de la radio et après un traitement selon ce que je vous ai dit un petit peu avant. Alors, soit un dangereux exhibitionniste, qu'est-ce qui se décide? Sinon, je vous prends par ordre alphabétique. Arnaud, Valette, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bonjour. Je pense que c'est une fracture supracondylienne de l'humérus droit. Quoi d'autre de stade moi, je dirais stade 4. Hein. Et voilà, c'est je sais pas si c'est autre chose ou si c'est juste. J'ai pas l'impression qu'il y a de luxation du coude. Non, alors quand tu as une fracture au niveau de quand tu as une fracture supracondylienne, je suis pas sûre que tu puisses avoir une luxation du coude associée, tu vois, toutes les forces elles sont passées dans la palette et pas au niveau articulaire. Exactement. Okay. Et du coup, tu ferais quoi comme traitement? Il a quel âge à peu près? On peut le voir sur la radio, son âge, ou il va mieux regarder la civile? On voit les noyaux épiphysaires qui sont quand même apparus au niveau de l'épicondyle. Je dirais. Tu vois l'épicondyle, toi? Le condyle? Ouais, on voit le condyle externe, ok, donc il a plus de 2 ans. Ouais, j'aurais dit 3 ans. Tu es toujours branché ou tu ne dis rien? Oui. Non, je disais que j'aurais dit 3 ans. Ouais, il a entre 2 et 5 ans, quoi, parce qu'il n'a pas encore le noyau de la tête radiale qui est apparu. Oui. Et ensuite, pour le traitement, je ferais réduction et ostéosynthèse. Forcément ostéosynthèse? T'as pas vu d'autres techniques dans le service? C'est une fracture en extension ou en flexion? Ça, c'est une fracture. C'est une fracture en extension. Tout à fait, parce qu'on a le fragment distal de la palette qui est parti en arrière du reste de l'humérus. Donc, ce sera une fracture en extension. Ça veut dire que le périoste, en fait, il va être en continuité, tu vois. Il va juste faire une sorte de hamac comme ça, là. Tchouk, il est détendu, mais il est probablement en continuité. Alors que le périoste antérieur, là, il va être cassé au niveau de la fracture. Donc, peut-être qu'on va devoir faire une ostéosynthèse, mais avant, on peut tenter une réduction et une immobilisation avec le blunt en hyperflexion, ce qui va mettre en tension le périoste postérieur. Et si on arrive à faire ça, on n'aura pas besoin de mettre de matériel, donc on n'aura pas besoin de retirer le matériel. Voilà. Ok. Et du coup, ce patient, il a eu un blunt. Ok. Tu vois qu'il y a une réduction sous anesthésie et après immobilisation par blunt. Ok. Parle-nous un peu plus du risque vasculaire avec cette technique. On le surveille, qu'est-ce qu'on fait? On avertit les parents qu'il y a un risque? Le risque, il est immédiat. En fait, on vérifie la coloration de la main une fois qu'on a fait l'hyperflexion et l'immobilisation. Bon, si ça passe tout de suite, ça passera après. Alors, de temps en temps, il peut y avoir un spasme vasculaire, ce qui est assez fréquent chez les enfants. Donc, on attend quelques minutes. Et si au bout de 5 minutes, la main reste blanche, on prend la décision de retirer l'immobilisation par blunt et de réaliser une ostéosynthèse par broche. Dans ces cas-là, on peut détendre le coude, le mettre simplement à 90 une fois qu'il y a les broches. Et comme ça, on n'a plus de risque. Et une compression secondaire dans la semaine ou les 15 jours qui suivent, ça n'arrive pas d'habitude. Pardon? Une compression secondaire une fois qu'il est rentré chez lui, non. Ça n'arrive pas. Non. Bon, très bien. On t'écoute. J'ai un cas suivant. Qui c'est qui veut parler? Moi, je parlerai bien, mais je ne vais pas le faire. Alors, on va. Alors, quelqu'un se décide ou je désigne? Boris. Boris Corin. Ouais, bonjour. Allez. Bon, du coup, la ligne de Storen, déjà, elle montre que ça ne coupe pas le condyle externe au centre. Donc, je pense qu'il y a une luxation de la tête radiale.
Ok. Et après, j'ai l'impression qu'il y a une déformation plastique de l'ulna dans la diaphyse. Donc, j'ai l'impression que c'est une fracture de Monteggia avec une déformation plastique de l'ulna et luxation de la tête radiale. Du coup, si c'est bien ça, je pense, enfin, tu as dit qu'il fallait essayer de faire une réduction au bloc et voir si ça tirait suffisamment la membrane interosseuse pour ramener la tête du radius en arrière, là. Et si jamais ça suffit pas, et ben on met une broche centromédulaire pour redonner la courbure. Ouais, c'était parfait, Boris. Ah, Dis-moi, là, tout à l'heure, tu nous as dit que dans ce type de fracture, on pouvait faire une hypercorrection pour essayer de réduire la tête. C'est-à-dire, on crée un cal vicieux de l'ulna pour réduire la tête radiale. C'est logique. Tout à fait. Et ça marche plus tard, ça se remodèle, puis voilà. Tout à fait. Bon, bah alors j'ai bien entendu. Un nouveau cas? Alors, Voyons si moi je peux interroger. allez, vas-y, interroge qui tu veux. Tu as la liste des. Si tu veux savoir qui participe, tu cliques sur participer. Je la vois, je la vois. Participants. Allez, vas-y. Nicolas Barry? Oui. Moi, je dirais que c'est une fracture de l'épicondyle médial. Et en traitement, comme elle est assez déplacée, j'aurais proposé un brochage. Et l'olécrane va bien. Et oui, j'ai l'impression. Et le écran va très bien. C'est parfait. Au suivant. Alors, je ne connais pas tout le monde en fait dans la liste. Prends ceux que tu connais ou ceux du service. Cerise, tu peux essayer? Cerise, t'es peut-être pas connecté. Ou François? Bonjour. Bonjour. Ah oui, ok. Du coup, il y a une fracture de l'épicondyle externe. On ne sait pas si c'est intra-articulaire ou pas, il faudrait faire une IRM. Alors, est-ce que tu es sûr que c'est... Ben, là, tu as moitié juste, moitié faux. Est-ce que tu es sûr que c'est l'épicondyle externe? Ou le condyle plutôt. Ouais, c'est ça. Pardon, ouais, condyle externe. Et du coup, comme traitement, une immobilisation en BABP si le cartilage n'est pas atteint. Et s'il y a un doute sur l'IRM, on peut faire une ostéosynthèse. Une ostéosynthèse avec des broches. Ouais, c'est parfait. Alors, celle-là, elle est un peu plus dure. Johanna, tu veux essayer? Oui, bonjour à tous. Alors, je regarde la ligne de Storen. J'ai l'impression qu'on passe pas tout à fait par le condyle. Quand on trace la ligne de Storen, j'ai pas l'impression qu'on passe par le centre. Donc, je pense que la tête radiale est peut-être une fracture. Après. Propose-moi un diagnostic et un traitement. Je pense qu'il y a une fracture de la tête radiale. Ça a l'air tout de même peu déplacé. Je pense que le trait que je vois sur le condyle médial de l'humérus, mais je pense que c'est pas une fracture. Enfin, je pense pas que c'est une fracture. En traitement, je fais un traitement plutôt par BABP. Et après, j'essaie de voir s'il n'y a pas un... Non, j'arrive pas à voir s'il y a de l'hémarthrose. D'accord. Peut-être qu'un interne plus vieux peut l'aider un petit peu? Rémi? On t'appelle, Rémi. On demande un plus vieux. Oui, bonjour, vous m'entendez?
Oui, malheureusement, oui. Donc, tu dois donner une réponse. Ouais. Je suis en voiture, radiale, qui est sur la face basculée en latérale, sur le profil qui est plutôt axé. Donc, je pense qu'il faudrait faire une réduction plâtre au bloc opératoire, sans besoin d'aborder. Du coup, tu penses que Voilà. c'est quoi? C'est un stade de 2 ou 3, c'est ça? Stade 2, ouais. Ok. Boris, tu peux dire quelque chose d'autre sur cette radio, s'il te plaît? Du coup, c'était sur l'angulation, là. C'est un peu ça le truc. Et sur le profil, il y a une espèce de trait qu'on voit pas bien à cause de l'ulna, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est capoté à 90 degrés. Exactement. Et En du fait, la coup, tête... Ouais, vas-y, pardon. ouais, bah, du coup, je pense qu'il faut faire la technique du poinceau, là, avec la pointe carrée. Ouais, tout à fait. En fait, là, le déplacement de la tête radiale, il est très important. Sur la face, on n'arrive pas très bien à comprendre, mais surtout, on voit que normalement, là, l'épicondyle médial est apparu. Ça veut dire que le noyau d'ossification de la tête radiale, il est déjà apparu. Or, sur la radio de profil, on ne voit rien qui s'interpose entre le condyle externe et le radius. Ça veut dire que la tête radiale, elle devrait être là et qu'elle n'y est pas. Et Boris a complètement raison. En fait, elle est tout derrière. Elle a capoté à 90 degrés. Donc, ça fait un gros déplacement, un gros risque de nécrose. Il ne faut surtout pas passer à côté. Et c'est déjà arrivé que des urgentistes passent à côté, en fait, en pensant qu'il n'y a pas vraiment de déplacement parce que sur la face, finalement, il n'y avait pas de grosse bascule. Et en fait, la tête radiale, elle est partie complètement derrière. Il faut la remettre. C'est pas facile de la remettre. Et il faut essayer de surtout pas ouvrir l'articulation. Donc on l'a remis sans ouvrir en faisant la technique du poinçon où on vient pousser la tête radiale avec la pointe carrée, tout en prévenant les parents qu'il y a un gros risque de nécrose de la tête radiale. Ça, c'est une plus facile. Émilie, tu veux peut-être nous décrire la radio? Oui, vous m'entendez? Oui. Ok. Du coup, c'est une fracture supracondylienne du coude. Je dirais stade 2. Ouais. Mobilisation par Blount aux urgences. Parfait. Hop, une photo du Blount, enfin radio avec Blount. On a une réduction qui est parfaite et pour vérifier que la réduction est parfaite, on fait bien la ligne de la corticale antérieure de l'humérus qui vient couper le condyle externe en plein milieu, alors qu'initialement, elle ne le coupait pas du tout. Une autre radio? Quelqu'un veut se lancer? Mathilde? Ouais. Eh ben, c'est un grand, donc ça peut être, c'est une fracture du condyle médial, j'ai l'impression. Parce que là, c'est ossifié et c'est déplacé. Parce qu'il n'y a pas de trait sur le profil, sur la palette, donc je ne pense pas que ça soit une fracture supracondylienne. Mais je pense que ça soit... Tu me montres la supracondylienne, c'est ça? Absolument. C'est une supra, mais il y a une... C'est communitif, quoi, non? Non, pas forcément. Non. Mais c'est une supra un peu particulière, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi? Regarde bien la radio de profil. Elle est en flexion. Tout à fait. Est-ce que vous toute comprenez? petite flexion, ouais. Ouais. Là, donc on a dit que les fractures les plus courantes, c'était les fractures supracondyliennes en extension, où on a le fragment distal de la palette qui part en arrière par rapport à la diaphyse de l'humérus. Et donc, on peut tenter la réduction et l'immobilisation par Blount.
Dans ce cas-là, cet enfant il est probablement tombé directement sur le coude et on voit que toute la partie distale de l'humérus distal est partie en avant. On le voit bien grâce toujours à cette ligne de la corticale antérieure de l'humérus qui vient finalement couper le condyle externe plutôt dans sa partie postérieure alors qu'elle est censée le couper en plein milieu. Donc, il y a une augmentation de l'antéflexion de la palette. Et tu proposerais quoi comme traitement, Mathilde? Ça... Alors, elle est pas très déplacée, mais elle est en flexion et elle a une sale tête sur la face. Moi, je mettrais des broches quand même, on croit. Eh bien, tout à fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, une réduction et une ostéosynthèse par broche. Très bien. Donc, ici, on a un nouveau cas. Ça, c'est un patient que les urgentistes ont pris en charge. Ils se sont dit qu'ils pouvaient tenter aux urgences la réduction de la fracture de l'ulna. Et ils envoient cette radio de contrôle pour savoir si la réduction est satisfaisante parce que, bon, elle n'est pas parfaite, mais chez l'enfant, parfois, on tolère des réductions qui ne sont pas parfaites. Donc, ils veulent savoir si on tolère cette réduction. Qu'est-ce que vous en pensez? Demande à quelqu'un. Il y a la tête radiale qui est encore luxée. Et tout à fait, la tête radiale, en fait, elle est complètement en avant et là, elle ne regarde même pas le condyle externe. Donc, en fait, qu'est-ce que tu proposes? C'est Timothée, je crois. Il faut la reprendre soit aux urgences ou au bloc pour réduire la tête radiale par manœuvre externe. Je pense que ça suffit. Et tu ferais quelque chose d'emblée au niveau de l'ulna ou pas? Non, je pense que ça se réduit au bloc et que c'est stable. Je mettrai pas de... Moi, il me semble que c'est l'inverse. C'est-à-dire que tant que l'ulna n'est pas réduite, la tête ne reprendra pas sa place. Il faudrait faire un geste presque que sur l'ulna, non? Non, en fait, les deux, ça fonctionne ensemble. Hein. Il faut la rentrer aussi, la tête radiale. L'un va réduire l'autre. Tout à fait. En fait, il faut réduire la tête radiale et le fait de réduire l'ulna, ça va stabiliser la tête radiale. Mais il faut quand même la remettre en place. D'accord. Par contre, les lésions de Montedia, ça ne se réduit pas aux urgences parce que tu n'as pas la scopie, donc tu ne seras pas bien pour savoir quand est-ce que la tête elle sera en place et tu risques de faire super mal à l'enfant. Donc, on peut le faire à combien de jours après? Pardon? Si on déporte l'intervention, il faut le faire le lendemain. On a 3-4 jours pour le faire. Comment ça marche? Alors, c'est bien de ne pas trop attendre normalement. Après, on l'a déjà fait, par exemple, à 15 jours, 3 semaines, quand on revoit les enfants sur les lésions de Montedia qui sont passées à l'AS. Et ça marche. Si on attend trop longtemps, on peut être obligé de faire une ostéotomie au niveau de l'ulna proximale. Mais ça, c'est dans les mauvaises situations. On va dire qu'on a en gros une semaine maximum pour pouvoir remettre la tête radiale à sa place. Mais ici, on l'a fait assez rapidement. Donc, vous voyez, la tête radiale, elle est bien en place. Sur ce cliché, on devine en fait que l'axe du col du radius, ça va être vers le condyle externe. Là, la réduction, elle n'est pas parfaite, mais on peut tolérer une translation assez importante tant qu'il y a un accrochage entre les deux corticales. C'est tout à fait satisfaisant. Voilà, je crois qu'on arrive sur la fin. Donc, si vous voulez parler, c'est les derniers cas. Alors, je crois qu'il faut que tu nommes quelqu'un. Maxime? Maxime a disparu. Il disparaît à la seconde où tu viens de poser la question. Allez, faisons disparaître un autre. Ben, François, tu veux réessayer peut-être? Oui, il y a une fracture de la palette latérale avec un déplacement postérieur du fragment distal. Et il y a, j'ai l'impression, une luxation de la tête radiale en externe. Oui, une luxation de la tête radiale. Tu as l'impression de voir ça sur quel cliché? Sur le second cliché, là. Alors non, si tu fais l'axe, en fait, il regarde le condyle. Hein. Le condyle, il est ici. Bon, c'est juste qu'un déplacement, mais là, sur la face et sur le profil, tu as l'axe du col du radius qui va bien couper le condyle externe en plein milieu. Oui. Mais par contre, c'est une fracture supracondylienne avec un gros déplacement. Donc, tu m'as dit un déplacement antérieur ou postérieur? Postérieur.
Ouais, tu veux faire quoi comme traitement du coup? Là, c'est un stade 4 de Lagrange. Oui. Donc, plutôt un embrochage en X, en croix, au bloc opératoire. Tu peux pas tenter la réduction et le blunt? Euh, Là, j'ai l'impression que c'est très déplacé. Mais on peut tenter, oui. On peut toujours tenter. Alors, on peut tenter, et en fait, c'est dans ces fractures-là où ça marche le mieux, hein, la réduction. D'accord. C'est quand il y a un gros déplacement postérieur avec un gros décollement du périoste, ici, qui sera comme en hamac, que ça va le mieux fonctionner. Donc, il ne faut pas penser fracture suprastade 4 qu'on ne peut pas tenter le blunt. C'est dans celle-là que ça marche le mieux. Par contre, bien sûr, on le fait au bloc. D'accord. Bon, voilà, le blunt, ça n'a pas marché, et du coup, on a mis des broches. Et je pense qu'on arrive sur la dernière. Hop, allez, je reparle avec quelqu'un. Nicolas. Oui. Donc, j'aurais dit qu'il y a une lésion de Monteja au niveau de l'avant-bras avec la fracture de la diaphyse de l'ulna et la luxation de la tête radiale. Et après, le poignet. Bah, c'est juste qu'ils avaient fait 3 radios. C'est pour ça que le poignet. Ouais. C'était un piège, Okay. on va tomber dedans. Super. Bon. Du coup, cet enfant, il a quel âge? Quoi? Tu penses que cet enfant, il a quel âge, Nicolas? Je sais pas, là. Je suis en train de regarder en fonction. Donc, il a la tête radiale, le condyle externe. Et... Donc, on a dit 2. 10 ans? Non, je sais pas. 6. Ah, c'était 6, ok. Donc, je pense qu'il a plutôt 6 ans. Qu'est-ce que tu proposes pour cette lésion de Monteja? On tente une réduction par manœuvre externe au bloc et on voit ce que ça donne. Et si ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, on peut mettre une broche dans l'ulna pour faire une hypercorrection et faire rentrer la tête radiale. Ok. Et bien, c'est ce qu'on a été obligé de faire, tu vois, avec une grosse broche pour redonner une courbure un peu excessive au niveau de l'ulna pour bien ramener la tête radiale en arrière. Et voilà, j'ai fini pour mes exemples. Bien, bravo, c'était vraiment très très bien. C'était complet, c'était clair. Vous aurez la possibilité de le voir et de le revoir. Attendez, on va enlever ton partage d'écran. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait Pierre Mansat avec nous, qui est le spécialiste du coude chez l'adulte, donc il va peut-être pouvoir diriger cette discussion. Il y avait juste une question de Timothée qui demandait qu'est-ce qu'on fait quand il y a une nécrose de la tête radiale tardive? Alors là, c'est assez compliqué. Moi, j'en ai eu qu'une. C'est celle pour laquelle je vous ai montré les radios. Pour le moment, la tête radiale, je la laisse en place parce que ça permet de maintenir un espace entre le radius et le condyle externe. Et donc, j'espère que ça va limiter la déviation en cubitus valgus. Pour le moment, la patiente, elle n'est pas gênée. Après, si jamais il y a des fragments qui deviennent gênants, je serai obligée d'aller les enlever. Pierre, je te donne la main et tu nous fais un petit débat. Elle a quitté l'arthrosite, en fait. Elle n'est pas... Oui, j'étais sur 2 réunions. Donc, merci Manon. Moi, je vois souvent les séquelles de fractures de l'enfance, et notamment les fractures supracondyliennes, qui ont certes été réduites dans le plan sagittal, mais pas toujours dans le plan frontal. Et les patients ont des cubitus varus qui se décompensent en instabilité postérolatérale du coude. Donc, c'est vrai que tu as montré les critères de réduction dans le plan sagittal, réduire la flexion ou l'extension, mais quels sont les critères dans le plan frontal pour justement éviter les troubles rotationnels? Il faut vérifier sur la radio de face qu'on a une bonne réduction des 2 colonnes. Ça, c'est impératif. On peut faire des 3/4 aussi pour vérifier la colonne interne et la colonne externe. Et c'est des critères qui sont impératifs.
Si jamais on n'a pas une bonne réduction sur les 2 colonnes, on est obligé de faire ostéosynthèse par broche. Et dans ces cas-là, on fera la réduction exacte au doigt. Au doigt. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit à l'âge adulte. Oui. Ces séquelles de troubles rotationnels. Oui, c'est quelque chose de... C'est un point sur lequel on fait beaucoup attention. C'est parfait. D'autres questions? Merci pour cette présentation très, très didactique. Et ce qui était aussi très bien, c'est les cas cliniques. Où oui, surtout les cas cliniques. Avec joie et empressement. J'ai vu qu'il y avait une autre question. On me demande que faire en cas de luxation invétérée de la tête radiale. Dans ces cas-là, il vaut mieux rien faire parce que les patients s'adaptent plutôt pas mal. Ils ont des mobilités qui sont limitées par rapport à l'autre côté. Mais ils ont quand même des mobilités conservées et la tête radiale va avoir tendance à se déformer, elle va devenir convexe. Et dans ces cas-là, essayer de faire une ostéotomie de Bouyala, par exemple, pour réduire la tête radiale lorsque ça fait longtemps qu'elle est luxée. On sait que c'est voué à l'échec parce que la tête radiale va faire savonnette et elle va repartir à coup sûr. Ici, certains de mes collègues disent qu'au bout d'1 an, c'est peine perdue, d'autres au bout de 2 ans. Dans tous les cas, nous, quand on a une luxation de la tête radiale et qu'on ne connaît pas la date exacte du traumatisme, on fait une IRM pour regarder la forme de la tête et si elle est convexe ou s'il n'y a plus du tout de cupule. Dans ces cas-là, on ne fait pas d'opération. On les surveille et en général, pendant l'adolescence, il y a une hypertrophie, une hypercroissance au niveau de la tête radiale et donc on sera obligé de faire des ostéotomies pour réduire le volume de la tête. Mais surtout, pas tenter de la remettre en place parce qu'on sait que ça repartira dans tous les cas. Moi, j'ai vu que tu parlais de la ligne de Shenton, c'est ça? C'est un critère de réduction de face. Qu'est-ce que c'est? Le mot est passé, il me semble, non? C'est pour vérifier la position de l'épicondyle médial sur une radio d'humérus distal de face. Parce que pour déterminer la fracture de l'épicondyle médial, c'est difficile à voir sur la radio, parce qu'en général, ça passe par le cartilage de croissance, simplement. Et donc, on vérifiera si l'épicondyle médial est trop basse par rapport à la ligne de Shenton. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a une fracture, qu'il y a une traction des épitrocléens, et donc on doit faire une réduction et une ostéosynthèse. Très bien. D'autres questions? Plus de questions? On arrête là, vous en êtes sûr? Eh bien, vraiment, on te remercie, c'était très, très bien. Et je pense que la série de cas cliniques avec discussion va devenir une règle dans ces présentations, parce que c'était très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir à tous.